Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de Mandiko Télévision avec ce premier numéro d'une émission qui vous sera familière tous les dimanches où nous allons devoir aborder les grands sujets de l'actualité avec Mandiko Presse, une tribune exclusivement consacrée aux professionnels des médias, c'est-à-dire les journalistes. Et avec moi sur ce plateau pour une vue et revue de l'actualité hebdomadaire en République démocratique du Congo, en Afrique, dans le monde entier, deux confrères qui sont de la presse, confrères de la presse évidemment, mais avec lesquels nous allons devoir essayer de voir ce qui est et ce qui n'est pas. Mais avant de commencer cette émission, je voulais, comme qui dirait, il s'agit de la presse, relever une question. Nous avons appris, nous de la presse, qu'hier, un confrère a été interpellé à l'aéroport de Ndjili alors qu'il devait voyager. Il s'agit du journaliste Stani Boujakera, de l'agence Reuters. Alors, Mandiko Presse ouvre l'œil, reste attentif au cas de Stani Boujakera. De quoi est-il question? On aura peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus. Mais je commence par saluer d'abord mes amis de la presse qui sont là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, à ma droite, Monsieur Viningali. Monsieur Viningali est rédacteur en chef chez Mandiko TV. Et après Monsieur Viningali, nous avons Monsieur Pascal Kambala, rédacteur en chef chez B1 Radio. Et à nous trois, nous allons essayer de revenir sur l'actualité. Et pour aller dans le vif, je rappelle que c'est un espace qui est réservé aux journalistes. C'est possible qu'il y ait un politicien qui veuille discuter directement avec les journalistes, mais d'abord les journalistes ont la primeur. Nous allons commencer par un sujet. La crise de Goma. Qu'en est-il de la crise de Goma? Avant d'entrer là-dedans, suivez d'abord un aperçu. La répression sanglante des adeptes Wazalendo continue à couler encre et salive au sein de la classe politique congolaise. De nouvelles mesures ne cessent de tomber. À cet effet, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, est rappelé à Kinshasa pour consultation. Parmi les mesures, on note aussi la suspension des officiers supérieurs de la police nationale congolaise qui sont également attendus à Kinshasa. Il s'agit du commissaire supérieur principal José Bongo, commandant en charge des opérations à Goma, et du commissaire supérieur Martin Lunda, commandant en charge des renseignements. Une décision qui ressort de la commission interministérielle instituée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons pris un train de mesures que je vais devoir ici vous annoncer. Parmi ces mesures, et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des deux officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. L'autre mesure, c'est l'identification de toutes les églises qui évoluent sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Lorsqu'on va identifier ces églises, on va fermer toutes celles qui ne répondent pas aux exigences légales. Entre-temps, les activités tournent au ralenti à Goma. La psychose règne dans le chef de la population depuis ces événements malheureux où une quarantaine des présumés adeptes Wazalendo avaient été tués. La rentrée scolaire, quant à elle, n'est pas effective dans cette région. Un climat de méfiance
bat encore son plein. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue, vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à tard. Maintenant, nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant le parquet, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, nous venons de suivre un reportage sur la situation de Goma avec la délégation ministérielle. Je me tourne vers mon confrère Pascal Kambala. Bon, quelle est ta lecture? Bon, en fait, je commence tout d'abord à vous remercier pour l'invitation à la chaîne Mandiko TV, de penser à nous, moi en particulier par le nom de Biwan, m'inviter. Je vais notamment parler de cette interpellation de Stani Boujakera, que c'est un jeune que je connais depuis 2014, quand il était à la radio RTVS 1. J'aimerais dire que la démocratie sans la liberté de la presse, la démocratie ne va pas fonctionner. Vous savez, c'est un journaliste connu, très connu. Il fallait peut-être l'inviter. Est-ce qu'il y avait des flagrances? Peut-être quand on fait la compulsion des informations, d'éléments, on apprend qu'il y a une plainte qui date de mars 2023. Et on l'interpelle. La justice est patiente. Oui, la justice a ses méthodes, ses techniques, ses pratiques. Mais je me dis, attendre la nuit pour interpeller quelqu'un qui était là à l'aéroport, vous voyez ce que ça donne, comme quelle est l'image que ça donne, alors que tout ce temps ici, on ne se connaît pas, peut-être il y avait des invitations, on ne sait pas. Mais je me dis, c'est un jeune connu, peut-être il faut le faire la journée, l'inviter, lui expliquer ce qu'il a pu commettre comme forfait ou quoi, mais l'interpeller la nuit,
ça, vous voyez, et jusqu'au jour matin, quand les gens ne sont pas informés de quoi il est reproché, j'apprends qu'il a passé une nuit à l'Ipékin, oui, mais de quoi est-il reproché? Il faut le faire connaître, suivant le normes, suivant nos lois du pays. Il faut que tout celui qui est interpellé par la justice, il doit connaître les faits pour lesquels il est interpellé, il doit aussi organiser sa défense. Donc, c'est mieux, mais il y a aussi des limites, parce que c'est là où j'appelle les députés nationaux qui viendront demain. Il faudra qu'on puisse avoir les limites, connaître les limites et l'étendue du code pénal et de la liberté de la presse. Parce que tant qu'on va fonctionner comme ça, sans l'instauration des délits de presse, sans instauration de normes protégeant davantage, ne nous soucions pas, ne nous soucions pas plus des conditions sociales de journalisme, mais il faut que les journalistes soient protégés, parce que j'apprends qu'ils seraient interpellés parce qu'avoir repris que le FARDC aurait des difficultés sur le terrain, le théâtre des opérations. Bon, mais qu'on soit informé de la situation. Et vous savez, si... laissons la justice faire son travail. On va y arriver. Revenons plutôt. Il peut être en liberté et être invité. Nous voyons des gens interpellés par la justice. Il y a un procès en cours, mais il y a des gens qui sont en liberté et qui viennent, qui c'est bien de se présenter devant la cour. Laisse à la justice de tenir compte de tout ce que vous dites. Que soit garanti, mais je lance un appel, soit à notre ministre de Médias et Communications, aux députés, aux futurs députés. Il faut plus de lois protégeant les journalistes, parce que quelle image ça donne, interpeller les journalistes de la nuit? Je sais que c'est pas bon. Ouais. Voilà, par rapport à Goma, quelle est votre lecture? Par rapport à... Le vice-premier a évoqué que vous devez tenir compte des églises, qu'il y a certains militaires qui ont été suspendus, un procès est en cours. Votre lecture de situation d'Agoma? Un procès est en cours, ça va, c'est devant une juridiction militaire, mais il y a des questionnements, il y a des choses à dire. Comment comprendre un pays agressé? Les gens manifestent, ils arrivent à tuer un policier. Je me suis posé des questions. Nous, Congolais, nous manifestons contre les troupes d'Amonisco, contre les troupes de la SC. Mais nous arrivons, je me pose la question, est-ce qu'il fallait-il tuer un policier? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes un pays agressé. C'est toujours au niveau dans la partie est du pays où il y a l'ébullition. Nous devons faire corps. Nous devons dénoncer les mauvaises pratiques. Mais je dénonce aussi aujourd'hui les tueries, parce qu'on ne peut pas tuer des Congolais comme ça, gratuitement. Encore faut-il que ce soit des Congolais prouvés. On va y arriver. Et la justice est là. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Beaucoup de gens ont appelé, l'opposition a appelé des enquêtes indépendantes. Mais moi, je pense qu'il faut aller loin à déterminer les responsabilités. Mais j'en appelle à la population de Goma, à tous les Congolais. Toute marche, il faut vérifier quel est l'objectif de cette marche. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a fait rappeler aussi le départ de troupes américaines en Somalie en 1993. Les Américains ont été tués. Parce qu'aujourd'hui, les troupes venaient de l'extérieur. C'est un ras-le-bol de la population somalienne. Mais aujourd'hui... Congolaise aujourd'hui. Mais je me pose la question. Si les Congolais entrent dans les installations de la MONUSCO, mais ils seront appelés à réagir. Donc ça dit qu'aujourd'hui, nous devons faire attention. Comment nous devons manifester tout en sachant que la partie est du pays est occupée par des forces négatives. Et nous devons pas jouer les jeux de l'ennemi. Bon voilà, monsieur Pascal Kambala, je rappelle, le rédacteur en chef de Biwan Radio, qui a donné une partie de son point de vue. Nous allons nous tourner vers monsieur Vili Gali Junior. Quelle est votre lecture des événements de Goma? Voilà, merci beaucoup, cher Guy, mais également aussi à mon confrère Pascal pour son intervention. Moi, j'ai retenu quelque chose et j'aimerais rebondir là-dessus. On parle du confrère d'abord, en quelques secondes, Stanis Boujakira, qui a été arrêté. Certes, on est en train de parler de cette arrestation qui semblerait être arbitraire, parce que d'autant plus qu'on ne sait pas si c'est une première interpellation ou c'est une deuxième, mais également on parle des conditions sociales des journalistes. Mais moi je m'irais rebondir pour dire que il y a Lambert Mende qui parlait autrefois que la liberté fait partie des valeurs. Mais ce n'est pas seulement une valeur qui doit être protégée, mais on doit aussi cultiver cette valeur. On est libre de dire quelque chose, mais de quelle manière? Quand on est journaliste, on doit parfois faire des réactions qui sont peut-être républicaines. Cela veut dire qu'on ne reste pas sur le fait.
Mais la justice aussi a ses tactiques, comme dirait Pascal. La justice a sa manière de faire les choses. Et ça, on ne peut pas en tenir compte en ce moment-ci. Les journalistes doivent comprendre. Les journalistes doivent comprendre qu'on ne reste pas d'abord dans le fait qu'il a été arrêté. Je ne sais pas si on peut appeler ça un journalisme patriotique, mais on va dire que le pays est menacé. Journalistique, comme les autres disent, mais on doit d'abord laisser aussi parfois la justice faire son travail. On est l'un des pays où on ne fait pas trop confiance à la justice. C'est vrai qu'il y a eu des bavures, il y a eu le fait où on parle. Je vais préciser, dans notre pays, il y a des lacunes. Voilà. Nous n'avons pas ce qu'on appelle. On ne peut pas parler des délits de presse. Il faudra qu'on arrive à dépénaliser. Voilà. Et certains faits qu'il faut dépénaliser. Oui. Depuis le temps qu'on attend la dépénalisation des délits de presse, j'aide ce bas depuis le temps. Aujourd'hui, les journalistes congolais évoluent dans l'exercice de cette mission en face du code pénal. En face du code pénal. C'est ça. Faites attention, vous pouvez dire aujourd'hui un fait qui sera érigé en... Le faux bruit, c'est une infraction. C'est ça. Le fait de dire des faits qui peuvent peut-être soulever la population, alors que ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle les faux bruits. Donc aujourd'hui, nous évoluons dans l'insécurité totale et face au... C'est-à-dire, comme on dit, nous effectuons un travail dangereux. Oui, et dangereux. Où nous vivons dans le danger, dans le péril permanent. Les journalistes congolais n'est pas suffisamment protégés. Parce qu'en face de nous, il y a le code pénal, il y a l'appareil judiciaire qui n'a pas le même esprit que les journalistes. Donc faites attention, quand vous êtes devant un magistrat, vous êtes devant au niveau de du parquet, le magistrat n'a pas l'esprit du journaliste. Donc les journalistes doivent prendre conscience que le journaliste congolais est exposé. Il est devant le code pénal. Il n'y a rien qui protège les journalistes, à part le droit de réponse, qui n'est même pas des fois respecté. Parce que dans le cas de Stanley Boujakera, vous voyez, s'il a dit des choses contraires, normalement, il peut y avoir droit de réponse. Mais il n'y a pas de droit de réponse. Il est devant déjà directement. Je crois qu'on y va suffisamment déterminé le cause de cette arrestation. Mais également de la crise des Goma, moi je me pose une question. Aujourd'hui, il y a deux provinces sous état de siège. Nous avons d'un côté l'Ituri, mais également aussi la province du Nord Kivu. Faisons une étude comparative face à ces deux provinces. La manière dont les deux militaires sont en train de diriger, si on peut le dire comme ça. Le général et Constant Ndima, Luboya est beaucoup plus sur le terrain par rapport à celui du Nord Kivu. Et ça, c'est déjà un défaut. Mais quand on parle, le VPM dit qu'il est rappelé à Kinshasa pour consultation. Moi, je me pose la question, mille et une questions. La plus grande consultation à ce niveau, qui serait peut-être salvatrice, c'est la levée de l'état de siège. Parce que d'abord, aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle le dépôt de candidature du niveau de la présidentielle, mais on n'a pas encore déterminé, parce qu'ils doivent aller en campagne. Est-ce qu'on a dit que dans cette zone, il ne faut pas aller d'abord en campagne? Là, on va entrer dans les questions purement électorales. Donc, on va y arriver. À la levée de l'état de siège. Mais également, Constant Ndima, on dit qu'on doit déterminer d'abord les causes de ces carnages, mais oui, on va déterminer avec quel genre d'enquête. Ici en RDC, est-ce que avez-vous trouvé des enquêtes où on aboutit réellement à dénicher ce qui s'est passé? Moi, je trouve que le VPM doit encore revenir pour expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire réellement et quelles sont les mesures prises. Parce que j'ai vu, il y a un homme fort qui est mis à la tête de cette province, le militaire, comment on l'appelle? Oui, je vois, un ancien du RCD Kabel. Il est fougueux. En le voyant comme ça. Mais ce n'est pas la fougue, on n'a pas besoin de la fougue. Une nouvelle énergie à la tête de cette province. Est-ce qu'on a nécessairement besoin de la fougue? Non. Contrairement à Luboya Nkashama, de l'autre côté, il démontre cette énergie de diriger. Et puis il a mis en place une politique où lui-même, il est en train de suivre à la loupe ce qui se passe. Il y a un élément. Goma est sous état de siège. Oui. Les exigences de l'état de siège poussent les militaires. C'est une alerte maximale. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, les militaires sont liés au code pénal militaire et au règlement militaire. Mais en même temps, il y a des principes qui guident les militaires. L'ordre mal reçu, il faut l'exécuter. Mais il y a aussi un autre élément. Les militaires ils répondent aussi exécuter et réclamation après. Donc aujourd'hui, dans cette partie du pays, les responsabilités doivent être définis à plusieurs niveaux et selon plusieurs... Aussi, je n'ai pas compris
sous état de siège, toutes les manifestations sont interdites. Voilà. Je me suis posé la question. Comment ils ont eu l'occasion de Pourquoi il y a eu cette manifestation? Qui a autorisé la manifestation? Et pourquoi nous-mêmes Congolais, ça fait la honte, nous-mêmes Congolais, nous tuons notre policier. Non mais attention. Et nous-mêmes Congolais, nous tuons nos propres frères. Alors, M. Pascal, je crois qu'il faudrait redéfinir le but de cette marche. Le but de cette marche était de protester contre la MONUSCO. Donc, demander le départ. Le départ de la MONUSCO. MONUSCO. Alors, il y a le fait, les soi-disant Wazalendo, membres d'une secte religieuse, ont décidé de marcher alors que cette marche n'avait pas été autorisée. Voilà, donc, première chose. Ils ont défié l'autorité provinciale, l'état de siège, alors que tout le monde sait que la ville de Goma est sous menace de rebelles. Écoutez, deuxième chose, ces membres de la soi-disant secte saisissent un militaire, un policier, se font justice sur le policier. Vous comprenez, hein? Mais alors, lorsqu'on est venu aujourd'hui avec recoupement et éléments, le vice-premier ministre a demandé à ce que les familles viennent déposer, endeuiller, viennent. Mais au regard de ce que nous apprenons, jusque-là, il n'y a pas vraiment des familles, vu le nombre de victimes. Si on parle de 50 ans, on peut aussi voir, pas même 50, peut-être 40 ou 30 familles, mais il n'y en a pas. Mais curieusement, on nous dit que, il paraît que dans certains côtés, du côté de frontière, il y aurait des deuils. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y a peut-être des vérités que nous ne connaissons pas, qui ne relèvent pas de... On ne manquera jamais, il y a des vérités que dans la première lecture, nous estimons que nous pensons que ce sont nos frères congolais qui ont été tués. Oui. Mais nous disons, entre nous Congolais, nous ne devons pas nous entretuer. C'est évident. Nous sommes attaqués, nous sommes un pays agressé. Nous devons être dans l'unité pour repousser cette agression. C'est-à-dire que de l'autre côté, il faudra maintenant le service de renseignement arriver à fouiner rapidement, établir les responsabilités. La justice militaire s'en est déjà saisie là-dessus. Donc, à l'heure actuelle, moi j'en appelle à tous les Congolais qui habitent la partie Est, faisons très attention. C'est une zone en ébullition, nous ne devons pas davantage creuser, nous verser dans n'importe quel mouvement, dans qu'on provoquer. Et nous sommes, évitons des manipulations parce que ça va profiter, nous ne devons pas faire le jeu de l'ennemi. Voilà. Alors, je crois que pour le cas de la crise de Goma, y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? Oui, il appelle juste à la vigilance de la population de Goma, comme dirait Pascal, parce que c'est comme une manipulation, comme vous venez de l'évoquer. On a demandé aux familles qui sont endeuillées de venir se présenter afin qu'il y ait une organisation, mais ils se sont pas présentés. On ne peut pas dire aussi haut et fort qu'il y a eu une infiltration, mais la population de Goma doit être, voilà, il y a l'appel à la vigilance totale pour ne pas laisser la place à l'ennemi, parce que cette partie est en proie à plusieurs massacres. Si on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Et ce qui se cache derrière l'arbre, comme parce qu'il y a peut-être une forêt. Il y a comme une façon d'endosser la responsabilité au gouvernement congolais afin que cela puisse avoir aux Nations Unies, qui est là-bas, il y a du carnage et tout ça, c'est pas important. C'est un appel à la vigilance à la population du Goma. Alors, nous allons, comme qui dirait, rester dans le même contexte, mais en abordant une autre question qui est au fait un peu à l'origine de ce malaise à l'est de la RDC, le mandat de la MONUSCO et des forces de l'EAC. Je convie à suivre ce petit élément pour avoir une idée un peu de ce qui se passe du point de vue de la MONUSCO. À l'entame de cette conférence de presse, la question était dans tous les esprits. Tout le monde voulait savoir ce que pense la MONUSCO sur cette fusillade de Goma qui a coûté la vie à plus de 47 personnes. Dans ses propos, Ndai Kadilo, la porte-parole de la MONUSCO, n'a pas ignoré cette question. Pour la mission onusienne, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce drame doivent répondre devant la justice. Ce qui est déjà en train de se faire avec le procès en flagrance qui a débuté à Goma au Nord Kivu. Une action que salue la mission onusienne. Il est aussi important que ceux qui sont responsables de ces violations du droit à la vie répondent de leurs actes, quel que soit leur nom.
La MONUSCO invite les autorités congolaises à prendre les mesures requises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Au lendemain de cette fusillade, une mission gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, s'est rendue à Goma. La MONUSCO salue les mesures annoncées lors du passage de ces délégations au Nord Kivu. Dans le même temps, la mission de l'ONU en RDC soutient l'enquête en cours pour faire la lumière sur cet événement tragique. Initialement, il y a eu des annonces de manifestations dans la ville de Goma, réclamant plus précisément le départ de la MONUSCO, mais aussi le départ de la présence de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc toute chose qui nous réconforte dans le fait que le travail est en cours pour faire la lumière sur ce qui s'est passé à Goma. Et je pense que ce travail permettra de savoir plus précisément quelles en étaient l'évaluation, quelles étaient les circonstances et surtout dans quelles conditions il y a eu usage de la force et usage excessif de la force. Une fois l'enquête finie, les conclusions seront certainement rendues publiques. Le procès en flagrance, lui, s'est poursuivi le mercredi devant la cour militaire de Goma. La population attend beaucoup de ces procès pour soulager tant soit peu la douleur de membres de famille des victimes. Voilà, la MONUSCO qui réagit après les incidents qui ont coûté la vie à plusieurs Congolais. Et aujourd'hui, c'est la RDC, les FARDC et la police qui prennent le chapeau. Comment est-ce que vous analysez cette MONUSCO aujourd'hui en RDC, après 20 ans? Après 20 ans, je veux dire que les bilans où il faut protéger les civils est négatif. Parce que j'ai dit négatif par rapport, parce que même la... Totalement négatif? J'ai dit négatif, parce que la MONUSCO est arrivée au Congo il y a 20 ans pour protéger les civils. Mais non loin des installations de la MONUSCO, on a eu à tuer des Congolais. Et la MONUSCO n'est pas... Les troupes n'ont pas pu intervenir. Sécuriser. Il y a eu beaucoup de massacres. Beaucoup de massacres. Et je me pose la question. La MONUSCO n'est pas venue d'elle-même. C'est décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'organe politique des Nations Unies décide, nous envoyons des troupes au Congo pour instaurer la paix, restaurer la paix, peu importe le mot. Il faut qu'il y ait la paix dans la partie Est. 20 ans après, il n'y a pas de paix dans la partie Est. Nous allons dire quoi? C'est un bilan, 20 ans après. Vous avez quel budget? Combien de milliards sortent pour la MONUSCO? Donc, aujourd'hui, c'est honteux pour nous, parce que les Nations Unies ont été créées pour répondre à 3 éléments, ce qu'on appelle le triptyque onusien. La paix, la coopération et la sécurité au niveau international. Est-ce qu'il y a la paix dans la partie Est du pays? Il y a la coopération dans la partie Est du pays? Il y a la sécurité dans la partie Est du pays? C'est là de vraies questions que nous devons nous poser. Il y a des intérêts majeurs que les gens qui composent les membres permanents, ils retrouvent leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a de vrais problèmes. Et aujourd'hui, les Nations Unies, incapables même d'instaurer un tribunal pénal pour les Congos. Pourquoi? Je me donne un cas. Le 14 février 2005, le premier ministre libanais a été tué, assassiné avec un... Rafik Hariri. Rafik Hariri. Vous savez que les Nations Unies ont instauré un tribunal pénal pour 21 personnes. Mais pour nous, le Congo, plus de... Je ne sais même pas, comme des morts, des milliers de morts. Il n'y a même pas un tribunal. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend les rapports, mapping, on les met dans les tiroirs, on les cache. Pourquoi on les cache? Et c'est les Nations Unies. Et c'est les troupes des Nations Unies qui sont encore là-bas, dans la partie Est. C'est pour nous protéger davantage. Ce sont des vraies questions que nous Congolais, nous devons nous poser. Seulement les Congolais? Nous, c'est pas si ça nous intéresse, nous Congolais. Est-ce que sommes-nous pas les dindons de la farce? Voilà. Les dindons de la farce. Sommes-nous les dindons de la farce par rapport à cette question de la MONUSCO? Vous avez reposé la même question. Voilà. Seuls les Congolais peuvent se poser la question. Oh oui, Lumumba l'a dit. L'histoire des Congolais, c'est seuls les Congolais qui vont écrire cette histoire. Moi, je crois qu'on va dénoncer également ici, parce qu'il s'agit de la presse, vous l'avez dit dans votre introduction, avant que les politiciens puissent prendre des décisions, c'est d'abord la presse aussi de réfléchir. Et moi, je crois que ces beaux plateaux, c'est une occasion pour nous. Alors, je dénonce l'hypocrisie de la MONUSCO.
L'hypocrisie de la MONUSCO ou l'hypocrisie de la communauté internationale? Non, oui, la communauté internationale. Parce qu'elle l'a dit, au niveau on a tué à peine 21 personnes, il y a un tribunal pénal spécial, mais les RDC on tue, mais on nous ajoute des rapports sur les rapports. Mais rien que des rapports et dans le fond de la question, aucune action coercitive. Qui concerne l'Ukraine aujourd'hui, il y a un tribunal qui se prépare pour essayer de mettre de l'ordre à ces niveaux. Mais moi je crois que quand je parle de l'hypocrisie, cette question n'est pas trop évoquée. Vous allez voir un pays comme la République démocratique du Congo, où il y a des milliers de morts, on parle du génocide. Aujourd'hui avec Martin Fayulu, on parle du génocauste. Et vous comprenez les mots en anglais, génocide, génocauste, n'est pas la même chose. Mais on n'a pas une place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez, alors que la partie est de la République démocratique du Congo fait des milliers de morts par rapport à l'Ukraine. Mais la question qui engage d'abord l'Ukraine est mise en avant par rapport à la RDC. Mais aujourd'hui, les États-Unis, lorsqu'on parle de retrait de la MONUSCO, ils ont manifesté l'inquiétude. Mais pourquoi ils doivent manifester l'inquiétude? Y a-t-il des intérêts dans la partie est qu'il faut à tout prix protéger à la place des civils? C'est la plus grande question qu'on se pose. C'est une grande question qu'on se pose. Avez-vous la réponse? Avez-vous la réponse à cette question? La réponse, c'est quoi? Ce sont des minéraux. En fait, il faut être sûr. Oui, non, minéraux. Non, il ne faut pas se concevoir. Il faut être sûr de ce qu'on dit. Je sais ce que j'ai dit. Le vrai problème de notre pays, parce que nous sommes un pays potentiellement riche, et ça intéresse le monde. Et c'est maintenant, nous, Congolais, nous devons être vigilants. Réveillons-nous, Congolais. Réveillons-nous, Congolais. Un blanc ne peut pas quitter et venir ici mourir. Attention, attention, un blanc, quoi. Un blanc. Un étranger. Un Américain va quitter les États-Unis. Un étranger. Oui, mais un étranger. Je dis un blanc. Je dis un blanc. Non, parce que blanc, c'est dans le truc des Nations Unies. Il vient ici, il va là-bas dans la partie. Il n'y a pas de blanc à la MONUSCO. Un Français, bon, je dis un Français, un Belge, un Allemand. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Non, c'est question des intérêts. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prise de conscience de nous, Congolais. J'apprécie ce que fait le chef de l'État aujourd'hui, la montée en puissance de FARDC. Au moment où je vous parle, j'apprends qu'il y a des troupes qui sont envoyées dans la partie est du pays. C'est là où nous devons, la première réponse à donner dans la défense de la souveraineté du territoire national, ça appartient à nous-mêmes Congolais. Pourquoi ne devons pas aller être réservistes même à l'armée, même si nous avons dépassé la... Oui, je crois que c'est un projet qui est... Ils vont aller, non? Non, mais à mon âge, je ne peux plus, à 58 ans, je ne peux plus aller. Bon, voilà, je vais y aller. Bon, dans le même sens, dans le même cadre, dans le même esprit, le mandat de l'EAC, comment vous l'évaluez comment? Prolongé à 3 mois. Oui, alors. Ça tombe jusqu'au 8 décembre, à quelques jours de l'organisation des élections. Est-ce vraiment... Là aussi, c'est un des vrais problèmes. C'est pas tourné autour du pot, la question. Le vrai problème. Cette organisation sous-régionale qui tourne en brique aussi le Congo, vous arrivez dans un pays souverain, au lieu de répondre à votre mandat qui est offensif, vous ne faites absolument rien. C'est là où j'en appelle. C'est à nous, même Congolais. De se prendre en charge. Je vous dis... Mais on a un gouvernement déjà qui prend ces dispositions. Mais nous devons réorganiser notre armée. Quand vous suivez les porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Kenge, il vous explique comment fonctionne l'armée, ce qui s'est passé dans l'armée avant et maintenant. Aujourd'hui, il y a la montée en puissance de FARDC. C'est quoi j'en appelle à tous les Congolais. Moi, je suis prêt à être réserviste à l'armée pour défendre mon pays. Ça, c'est vraiment un véritable sens de patriotisme. Je le félicite. Oui. Mais là, j'ai passé. Dans l'armée, il n'y a pas les forces, il n'y a pas non seulement les forces. Oui, il y a le génie de l'armée. Donc, nous sommes disponibles pour défendre notre pays. Mais c'est là le vrai problème. Il ne faut pas qu'on soit distrait, nous, Congolais, parce que nous sommes occupés, nous sommes attaqués. Nous devons faire tout chasse. Et j'y crois qu'avec cette montée en puissance de forces combattantes congolaises, les ennemis, les forces négatives vont quitter le pays. Mais en parlant justement du mandat, la prolongation du mandat de l'EAC, est-ce que, parce que les gouvernements, d'abord, au départ, ils ont manifesté un refus catégorique, ils ne voulaient pas de l'EAC. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jeff Naga, le commandant qui a déposé sa démission. Parce qu'on l'a vu à peine arriver, c'était une accolade avec les troupes rebelles, censées. Mais excusez-moi, ça vous couper la parole. Mais Bitakur a tout expliqué. Bitakur a tout expliqué, non? Voilà, en parlant de prolongation du mandat de l'EAC, la plus grande question... Ah, c'est sa grand-mère qui l'a... Bitakur a tout expliqué. Ces troupes de l'EAC viennent de quel pays? Est-ce qu'ils vont vraiment, croyez-vous, qu'ils vont s'attaquer aux ennemis de la... Est-ce que cette prolongation a été imposée au gouvernement congolais?
malgré qu'ils le refusaient déjà, ils ont dit qu'ils ont échoué. Et puis, passer à une prorogation de 3 mois. Parce qu'en fait, cette prorogation remettait en question une autre problématique. Parce qu'on récusait les forces de l'EAC et demeurer membre de l'EAC, c'est assez difficile. Alors, en récusant les forces de l'EAC, j'estime qu'il fallait aussi se désengager de cette je pense que cette action... Les gouvernements s'engagent déjà avec la SADC, il doit y avoir des troupes... Non, mais par rapport justement à cette question, il y a certaines réflexions qui estiment que la RDC s'est trop engagée dans plusieurs sous-régions, qui n'ont pas les mêmes objectifs. N'est-ce pas peut-être ça le véritable problème? Non, de la RDC? Non, le véritable problème de notre pays, c'est nous devons organiser notre système de défense et à la taille de la menace. Comme l'a fait Mobutu. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 2 écoles au niveau international. L'école de ceux qui pensent qu'il faut tout négocier. Quand il y a un conflit, il faut négocier. Il y a déjà, on voit les pays faibles qui aiment toujours négocier. Il y a l'école des pays où quand il y a un conflit, au Béti, la Béti, ça c'est une grande puissance. Là, c'est l'école des Béti. Et de l'Amérique. De Poutine et l'école des États-Unis, l'école de Corée du Nord. Donc aujourd'hui, quelle est notre école, nous Congolais? On est dans les 3 écoles. Nous sommes dans les 3 écoles. Non, nous sommes de l'autre côté. Or, nous devons organiser notre système de défense. Au Meki, la RDC, les forces combattantes, vous repoussent. C'est là le vrai problème. Ça va venir. On aura peur de vous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous devons mettre beaucoup de moyens. J'apprécie la loi sur la programmation militaire, un bon budget. Il faut qu'on arrive à atteindre 5-4 milliards. Nous sommes au niveau de 1 milliard. Il faut évoluer jusqu'à 4-10 milliards pour donner des moyens aux FARDC, aux forces de sécurité, afin de protéger notre territoire. Voilà, Vini, le mot de la fin par rapport à cette question. On a parlé de 2 écoles. Il y a ceux-là qui sont en train de négocier et ceux-là qui répondent de la force par la force. Mais oui, mais le moyen qu'on doit donner aux FARDC afin qu'ils combattent. Mais enfin, on voit que les questions qui engagent l'insécurité dans la partie Est demandent aussi beaucoup de négociations et de forces. Vous voyez, avec la MONUSCO qui est en train... Parce qu'en fait, il faut l'avouer que la question de l'Est, c'est une, comme on dit, c'est comme un monstre à plusieurs têtes. Parce que vous allez vous engager... Qu'il faut devoir mieux redéfinir. Voilà. C'est pas un monstre. Moi, je pense il faut pas seulement répondre. Parce que Kabila l'a fait en 2013. Il a répondu par la force. À un moment, les M23 se sont retirés. Il y avait une sorte d'accalmie dans cette partie. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'un côté la partie négociation. C'est vraiment retiré. Qu'il faut... le M23 c'est vraiment retiré. De manière formelle. Officielle, si on peut le dire comme ça. Voilà. Mais il y a d'un côté la négociation et de côté la force. Il ne faut pas négliger l'un de deux. Conclusion sur... la prorogation du mandat de l'EAC, moi je trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Parce qu'à quelques mois des élections, il faudra encore ouvrir cette poche d'insécurité. Et ça ne sera pas intéressant. Moi, je pense que la paix dans la partie Est, ça ne dépend pas des négociations, ça dépend des réponses militaires. Voilà. Nous allons justement évoluer par rapport à cette question. Il y a eu la crise de Goma, le mandat de la MONUSCO, la prorogation de celui des forces de l'EAC. En fait, le véritable problème de tout ça que nous avons aujourd'hui au Congo, ce sont les élections. Et aujourd'hui, c'est le lancement de dépôt à la présidentielle. Élément de ce nouveau sujet avec Mandiko Press, la tribune des journalistes. Conformément à l'article 100 de la loi électorale, la circonscription électorale pour l'élection du président de la République est le territoire national. Les bureaux de réception et traitement des candidatures est installé au siège de la commission électorale indépendante. Les candidats présidents ou son représentant doit se rendre à Kinshasa pour postuler. Pour être éligible à la présidentielle, les candidats doivent être d'origine congolaise, avoir au minimum 30 ans d'âge, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, être diplômé des études universitaires, avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique, être inscrit lors du dépôt de sa candidature.
Pour d'autres éléments constitutifs du dossier, la Commission électorale nationale indépendante invite les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques désirés de participer à l'élection présidentielle au respect chronogramme et du délai pour le dépôt de leur candidature. Conformément à l'article 104 de la loi électorale, les candidats à l'élection présidentielle doivent faire l'acte auprès de la CENI. 4 photos du format passeport du candidat sont exigées ainsi qu'un logo du parti politique ou son regroupement politique à l'exception des candidats indépendants. Les documents originaux de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, excepté pour les candidats indépendants. Somme à payer pour la présidentielle est de 64 000 $, contrairement aux élections précédentes où la caution était à 100 000 $. Les candidats présidents de la République doivent présenter à la CENI un récépissé des paiements de 160 millions de francs congolais comme frais de dépôt des paiements non remboursables. Les candidats présidents ou leurs mandataires doivent se présenter au bureau de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et pour retirer la note de réception. Nous avons été dans le premier point chaud qui est la place Victoire. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de venir ici au rond-point Ngaba pour mobiliser, sensibiliser la population d'abord par rapport à une question importante qui est la question des duplicateurs des cartes d'électeurs. Nous sommes en train de mobiliser la population pour qu'elle sache les duplicateurs des cartes d'électeurs, ce n'est pas une nouvelle opération d'enrôlement, mais c'est une possibilité qu'on a donnée à ceux dont les cartes sont détériorées ou à ceux qui ont perdu leurs cartes d'aller dans les antennes de la CENI pour récupérer leurs cartes. Nous allons continuer, notre rôle c'est de mobiliser la population pour qu'elle participe de manière responsable au processus électoral. Voilà, la présidentielle de décembre 2023, avec ce samedi 9 septembre, c'est déjà le coup d'envoi, le dépôt des candidatures. Mandico Presse, la tribune de journalistes, va essayer de réfléchir. Monsieur Pascal Kambala, candidature de la présidentielle, les conditions. Et sont-elles à la portée de tout le monde ou c'est encore un problème qui va se poser? Tout d'abord, moi, le problème, c'est au niveau des titres académiques aussi. Hein. Vous savez, nous sommes un grand pays, nous devons penser aussi aux conditions des titres académiques qu'on met parfois quand il y a cette... Ce n'est pas bon? J'ai dit les conditions académiques, il faut qu'on puisse revoir cela. À quel niveau? J'ai dit... La manière d'acquérir un diplôme. Non, il faudra qu'on donne un sens à la direction de notre pays. Ah, il faut absolument que même s'il n'y a pas de titre académique, non, voilà, ça va. Il faut privilégier les diplômes, des vrais diplômes. Hein, des vrais diplômes. Et aussi, il faudra qu'on donne la possibilité... Soyez clair et direct. Non. Cette condition-là ne vous convient pas ou bien, qu'est-ce que vous en dites? Un gradué qui a bien fait ses études peut être présent à la République. Et un licencié qui a mal fait ses études? Non, là, les juges électoraux doivent les sanctionner. Les juges électoraux, c'est le peuple à les mettre dehors. Mais j'ai dit au niveau déjà des gradués, quelqu'un qui a bien fait ses études. Vous sentez que cette condition est utile? Est-ce qu'il faut-il nécessairement avoir ce statut de titre académique pour pouvoir gérer? Reagan, le président Reagan, il avait un il y a des autodidactes qui ont pu gérer des institutions. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans notre pays, privilégions le diplôme, privilégions l'expérience, mais au niveau déjà des gradués, un bon gradué. Est-ce que faut-il adapter le système étranger à la RDC? Parce qu'il y a des conditionnalités. Bon, par rapport à ces conditions, c'est vrai que cette condition qui vous il y a nous arrange pas. Les moyens. Vous savez, il y a des gens qui ont de bons projets, des sociétés, mais qui sont cassés par rapport aux moyens, 100 000 $. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourrait recaler un candidat parce qu'il n'a pas de titre académique? Non, non. Est-ce que c'est rigoureux? Je dis aujourd'hui dans notre pays, il faut chercher des gens qui sont, comment dire, qui à travers les intelligences complexes, ils peuvent arriver à solutionner des problèmes de notre pays. Et il ne faut pas mettre l'accent sur l'argent.
M. Ilunga, il est intelligent, il maîtrise bien les questions, mais faute d'argent, il ne peut pas être candidat président de la République. Donc vous voyez, on met des critériums pour écarter certaines personnes. Mais j'en viens pour signaler que déjà, j'ai vu, il y a Rex Kazadi de la diaspora qui est venu déposer sa candidature. Il y a le sénateur Matata Pono qui dépose sa candidature. Voilà la beauté de la démocratie. Le vrai problème dans notre pays, et là il faut que je dénonce, les politiciens narguent les Congolais. Nous allons à Sac City, suivez-moi. Ben. Nous décidons qu'à dater d'aujourd'hui, il faut une commission électorale pour organiser l'élection. Mais quand on arrive ici, maintenant nous commençons à poser des problèmes. Qui va diriger cette commission électorale? Les enjeux politiques. Non, mais le partage. Vous vous êtes décidé en Afrique du Sud que à dater c'est une culture que nous avons héritée une culture depuis le 30 juin 1960. On n'a pas changé, rien n'a changé. Depuis toujours. Depuis le passage. Oui, c'est-à-dire, nous sommes contre les idées colonialistes, mais nous appliquons. Depuis 2006, les juges électoraux, le peuple souffre des élections. Avant et après. Avant, pendant et après. La population est tuée. On n'a jamais eu des élections apaisées. Voilà. À cause des politiciens. Parce que vous êtes allé en Afrique du Sud, oui. Il faut une structure indépendante pour organiser les élections. Mais quand on arrive, qui va diriger la CENI? Ça pose un problème. Donc, qui va être le membre de la CENI? À votre avis, les conditions édictées par la CENI pour être éligible à l'élection présidentielle ne sont pas, à votre avis... C'est l'argent, c'est au niveau de l'argent. Inclusif. Je pouvais être aussi candidat président de la République. 64 000 $. Je pouvais aussi être candidat de la République. C'est-à-dire que... Il faut passer à la collecte comme... C'est-à-dire que si on vous donnait, monsieur Pascal Kambala, vous réveillez le matin, vous avez devant votre porte un paquet de 64 000 $ en francs congolais. On vous dit, allez poser votre candidature. Vous irez la déposer? Non, non. À l'heure actuelle, non. Parce que, pourquoi? Non, parce que tout d'abord, je ne me suis pas préparé. Parce que si je l'avais il y a 2 ans, 3 ans, j'allais être candidat de la République. Non, mais quand quelqu'un veut vraiment être candidat de la République, c'est-à-dire qu'il est prêt. Non, non, il faut être... J'ai dit... Il s'est préparé. Les critériums élevés, fixés à un montant de 100 000 $, c'est écraser beaucoup de Congolais. Et privilégier peut-être des ex-voleurs, des anciens voleurs. Oui, mais justement... Des gens qui ont pris la... alors là... Bon, voilà, monsieur Vili, privilégier des anciens voleurs, qu'est-ce que vous en pensez? En rapport avec les conditions de la CENI. Aujourd'hui, moi j'ai toujours appelé à cette audit de ressources de beaucoup d'hommes politiques. Parce qu'il y a certains qui vérifier. Ils le font. Vérifier. Ils le font. Certains hommes politiques, tous ceux qui acceptent, qui ont un poste, qui ont obtenu un poste au gouvernement, ils déposent. Ils font une déclaration de biens. Politique. Nous sommes des journalistes, nous devons dire. Ça, c'est la boîte de Pandore. Oui, s'il vous plaît. Vous risquez de ne pas la refermer. Mais il a la facilité d'avoir 100 000 Voilà ce qu'un politicien européen a dit sur l'Afrique. En Afrique, on va en politique pour faire fortune. Ok? Mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, soyez certain d'une chose. C'est-à-dire, par rapport à cette question, vous avez la réponse. Monsieur Vili, avant que monsieur Pascal revienne sur, on finisse. Il va rebondir. Il va rebondir. Justement par rapport aux conditions. Au critérium, mais également, il a évoqué quelque chose de très important lié au titre académique en ce qui concerne les élections. En 2011, Étienne Tshisekedi se présente, il est docteur en droit avec tout le diplôme qu'il a fait. Et en face de lui, Joseph Kabila. Qui n'a pas le même niveau que lui. On a vu ce qui s'est passé. Cela veut dire en d'autres termes qu'on revient, on va revenir attention, non, monsieur Pascal. Non, on n'en est pas là. Allez-y, les conditions de l'élection de 2023. Commission électorale nationale indépendante, mais qui va diriger cette commission électorale? Cela veut dire que depuis 1960, il y a le même système. Non, mais moi, revenons, mais moi, j'aimerais que vous allez dans le fond de la question que j'ai posée, c'est-à-dire les conditions. Lui, il a dit qu'il y avait le critère de niveau académique. Vous, dans ces conditions, quel est le critère, ou quels sont les critères qui, comme qui dirait, pas vous énervent, vous inquiètent? Moi, comme je dirais,
le critère de la nationalité. Oui, justement, j'allais répondre. Ah ben voilà. Pour moi, c'est le critère de la nationalité. La nationalité va aussi poser parce que problème, qui va déterminer que qui voilà. Qui est né au Congo ou bien... père et de mère, je ne sais pas si c'est voilà. Là, maintenant, on doit revenir encore avec la question de père et de mère qui est encore... Avant qu'on en arrive au statut académique. Avant qu'on en arrive... Donc, parmi les critères... la caution. Par la CNI, moi je ne trouve pas un critère qui... On peut avoir un bon critère académique. Qui fâche. Et la caution, mais si on n'est pas congolais. Bon, mais et qui est congolais, qui n'est pas. Oui, voilà. C'est à nous de déterminer. Si vous êtes né aux États-Unis, mais des parents étrangers, vous êtes éligible à être candidat présent aux États-Unis. Mais j'ai dit, c'est à nous, Congolais, de déterminer. Vous savez... Toujours à nous, Congolais, de déterminer. Par quel moyen? Référendum ou quoi? C'est nous devons avoir une classe politique qui a une mature conscience nationale. La classe politique? La classe politique. Nous devons avoir cette classe politique. Vous savez, l'infiltration de ces pays date de longtemps. Voilà, on va y revenir sur l'infiltration de ce pays, parce que là, c'est un autre sujet que nous allons aborder à une autre occasion. Mais par rapport aux conditions, je retiens que pour vous, le critère de statut académique, c'est un critère qui... Et vous... Il n'y a pas de critère qui sache jusque-là. Bien que la question liée à la nationalité qui peut poser un problème, d'autant plus qu'il y a une loi déjà en suspens au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que ça fait partie de la matière. On va débattre. C'est ce que j'ai dit, excusez-moi mon frère. C'est entre nous, Congolais, de décider. Et par rapport à la carte du Pukata, parce qu'on a évoqué ça, vous n'avez pas rebondi là-dessus. Pourquoi? Non, je suis mal à l'aise parce que je peux dénoncer la carte. Au-delà des conditions. Vous savez, moi j'ai obtenu ma carte, regardez. Mais on délivre les Pukata, pourquoi vous n'êtes pas allé? Mais comme, en fait, je dois encore faire, vous savez, quelle est la démarche à faire? Il faut passer par la police. Vous voyez, la police va vous donner l'attestation de père gratuitement. Allez, je garde. Mais on a dit que c'était gratuit. Mais je suis obligé. Donc je serai obligé, je crois, dans... Attention, là vous osez dire que la police va vous demander de l'argent alors que ce n'est pas prévu. Officiellement. Comment est-ce que vous, un journaliste, pouvez dire ça à la police alors que ce n'est pas prévu? C'est gratuit. Non, c'est gratuit au niveau de la CENI. Mais pour obtenir l'attestation de perte de pièces au niveau de la police, d'ailleurs les gens payent, mais ils payent chez qui? Voilà, bon, la CENI, depuis 14 ans, il m'avait volé la CENI ne peut que faire cette campagne parce qu'ils ont échoué en ce qui concerne la livraison des cartes électorales. Bon, voilà, ça c'est une question. Des cartes où on ne voit même plus les noms, il faut les dénoncer ici. Mais allez refaire votre carte. Voilà, refaire votre carte. Par rapport à cette candidature à l'élection présidentielle, aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre que élire un président de la République, ce n'est pas c'est la destinée de notre pays. Il faut aider quelqu'un qui aime tout d'abord le Congo et les Congolais, qui travaille pour le pays. Voilà. Si nous, les Congolais, nous nous hasardons, nous risquons de perdre ces pays. Voilà, nous allons terminer parce que là, nous allons rapidement aller, parce que nous touchons pratiquement vers la fin de l'émission. Gratuité de l'enseignement, gratuité de la couverture santé universelle. Un élément pour très rapidement revenir sur ces deux aspects de la politique dynamisée par le chef de l'État et le gouvernement congolais. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a annoncé les lancements officiels de la gratuité de la maternité et de soins du nouveau-né pour ce mardi 5 septembre 2023. Le patron de la santé fait savoir que ces programmes, dont le budget est évalué à 41,700 millions de dollars américains par an, va du moment où la femme tombe enceinte jusqu'au premier mois du bébé. Tout ce qui peut arriver en termes de soins de santé sera pris en charge par l'État. Quant aux formations hospitalières censées accueillir ces femmes enceintes, le gouvernement congolais, à travers son ministre de la Santé, a annoncé que plus de 300 hôpitaux ont déjà été choisis à Kinshasa et 2190 kits d'accouchement pour maternité déjà apprêtés. En effet, ceci ne concerne que Kinshasa dans un premier temps avant de prendre 12 autres provinces qui seront également couvertes et tous les pays dès janvier 2024. Les femmes qui désirent bénéficier de ces programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la couverture santé universelle en RDC sont appelées à composer les 151 pour se faire enregistrer.
En RDC, les prix d'un accouchement varient selon les structures de santé, publiques comme privées. Dans le moins cher, il faut compter entre 50 et 70 $ pour une naissance sans complications et 300 ou 400 $ pour une césarienne. La plupart du temps, la tarification s'est faite à l'acte. Les familles doivent donc payer pour les interventions médicales, les matériels et les médicaments utilisés dans un pays où 64% de la population, soit près de 60 millions de personnes, vit avec moins de 2 $ par jour. La santé des femmes enceintes est une urgence avec entre 500 et 700 décès pour 100 000 naissances selon les dernières estimations. Les pays a l'un des taux de mortalité maternelle plus élevés au monde. Les avortements à risque contribuent également à ces chiffres, tout comme les nombreuses grossesses précoces, non désirées ou trop rapprochées suite à la faible prévalence contraceptive et la faible qualité de soins. Comme à l'accoutumée, chaque parent s'attise pour offrir les fournitures scolaires nécessaires à leurs enfants, telles que uniformes, sacs, cahiers et d'autres fournitures pour une bonne rentrée de classe. Forêt a constaté, bien qu'à la reprise de classe, bon nombre des parents n'ont pas réussi à réunir les éléments nécessaires devant permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l'école pour des raisons de manque de moyens. Sur le lieu de vente des objets classiques, ces derniers se présentent comme des observateurs en lieu et place d'acheteurs. L'année passée, on a 15 000. Ce sac se vendait à 15 000 francs congolais l'année passée. Aujourd'hui, ça se vend à 15 $. Un paquet de cahiers à 6 000 francs. Je suis moi-même mère de 4 enfants. Je ne sais par où commencer. Il n'y a pas vente, vu que les grossistes vendent même en détail comme nous. Que les autorités interdisent cette pratique. La situation sociale et économique actuelle place plusieurs devant l'incertitude. Chères autorités, veuillez vous rendre compte de notre souffrance, car nous souffrons cruellement. D'ici décembre, nous irons encore voter, mais ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. L'amélioration de la situation sociale et économique est vivement attendue par les Congolais. Néanmoins, tous les enfants sont attendus à l'école. Gratuité de l'enseignement, gratuité de la couverture santé universelle. Pascal Kambala, gratuité de l'enseignement dans un contexte où les moyens manquent à beaucoup des parents congolais. N'est-ce pas comme si c'était habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul? Il y a une crise sociale et économique en RDC que le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour que nous quittions cette crise sociale et économique. Mais j'ai dit ceci par rapport à la gratuité de l'enseignement qui est au niveau primaire, parce qu'à la maternité, au niveau maternel et au niveau secondaire, ce n'est pas la gratuité. Je pense qu'aujourd'hui, autant la gratuité pour l'enseignement primaire, autant pour les soins de santé pour les mamans, moi, j'ai réfléchi par rapport au financement de ces deux projets, des bons projets. Non, mais par rapport à la santé, on a parlé de 43 millions qui étaient déjà mis en tout, et pour tout, l'enveloppe va passer à 200 millions pour toute la République. Aujourd'hui, c'est 43 millions au niveau de 13 provinces. Ils ont réfléchi, le ministre de la Santé, ils ont réfléchi comment il faut financer. Mais moi, je pense que... Avec la Banque mondiale. Oui, mais toujours la Banque mondiale, pourquoi? Pourquoi pas nous-mêmes? Nous avons des ressources ici locales. Bon, allez-y. Vous savez que la TVA est détournée. Chaque jour, la TVA au Congo est détournée. Ça, c'est une autre question. Si on met de bonnes politiques pour capter toutes les ressources générées par la TVA, on pourrait facilement résoudre cette... Parce que la TVA c'est 16%. Cette gratuité en amont et en aval. C'est 16%. On peut redistribuer cet argent pour soutenir et à la fois la gratuité de l'enseignement et la couverture scientifique. C'est à nous de réfléchir. C'est là où j'invite l'homme politique. Parce que le débat politique doit tourner sur les projets et les idées politiques. Vous savez, il y a la couverture de santé universelle pour les soins de santé pour les mamans. C'est-à-dire, réfléchissons. Les mamans et les nouveau-nés. Et les nouveau-nés. Comment réfléchir? Moi, je pense que à l'heure actuelle, la TVA peut être la première suggestion de l'État. C'est une suggestion. Avec la TVA, on peut arriver à soutenir ces deux projets
et il n'y aura pas de problème. Voilà, monsieur Vous Denis. courir à la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous en dites? Couverture santé universelle et puis gratuité de l'enseignement, rapidement. Gratuité de l'enseignement, santé universelle. Vous savez le problème vous saluez avec... oui, on ne peut que saluer. Alors, quels sont les pesanteurs par rapport à ça? Les pesanteurs, déjà, au départ, avec la gratuité de l'enseignement, vous avez vu les problèmes qu'il y a eu avec les écoles catholiques. Vous voyez, ça c'est un autre problème. Ça sera un autre problème. Mais également, aujourd'hui encore, on revient avec cette affaire de la gratuité de la maternité. Vous avez vu les syndicats de médecins, hier, il y avait une déclaration. Ils n'ont pas été... ils n'étaient pas au courant. Les acteurs de première ligne ne sont pas suffisamment informés. Parce qu'il y a une question qui se pose. En cas d'accouchement difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on doit payer l'argent. Non, on a prévu. Et ils disent qu'ils n'ont pas été informés. Non, mais ça a été la déclaration de John Senga, qui est le secrétaire général des syndicats de médecins. Donc, moi, je crois qu'ici, il y avait une sorte de consultation d'abord à l'interne. On n'avait pas arrivé à ça. Parce qu'ils sont en train de décrier qu'ils n'ont pas été informés quant à cette à la mise en application. Ils sont au courant, les médecins, ces gens-là, ils veulent c'est l'argent, le tchotcho, l'argent. Mais il y a deux syndicats qui se lancent des pics. C'est-à-dire ça c'est une affaire structurelle. C'est une affaire structurelle qu'il faut qu'on va rentrer là-dedans. Mais du moins la mesure reste à saluer. Les deux sont à saluer. Alors, mesdames et messieurs, le temps nous manque. On aurait pu aborder une dernière question par rapport à ce vent qui souffle sur l'Afrique. Une minute pour cette question. Niger, Burkina Faso, Mali, Gabon. À qui le prochain tour? C'est une question. Le prochain tour, celui-là qui devait traîner au pouvoir. 30 ans, 40 ans. À qui le prochain tour? Oui, mais la même chose, c'est lui qui va penser rester 40 ans au pouvoir. Et je crois qu'il sera en résidence surveillée comme l'a été Ali Bongo. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez aimé ce numéro de Mandico Presse, la tribune des journalistes qui réfléchissent, qui passent en revue les sujets de l'actualité et pour vous permettre de devoir avoir une lecture réelle, diverse, libre de l'actualité, une lecture pénétrée. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro et je rappelle que cette tribune est ouverte à tous les journalistes et bonne suite des programmes avec Mandico TV.